Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Les déchets, notamment toxiques, une véritable bombe à retardement pour la santé des populations et pour l'environnement. Question au cœur de la COP3, la conférence des parties à la convention de Bamako qui s'est tenue en République du Congo. Les coupures d'électricité ont eu raison d'Escom. L'Afrique du Sud annonce la fin du quasi-monopole de la compagnie publique d'électricité. Un taux d'accès à l'eau potable passé de 65% en 2015 à plus de 80% actuellement. Les chiffres de l'Office ivoirien de l'eau potable. Mais à quand la couverture totale? Question posée par les habitants qui, eux, ne bénéficient toujours pas d'eau potable. La troisième conférence des parties à la convention de Bamako sur les déchets dangereux produits en Afrique a pris fin le 14 février en République du Congo. Les parties prenantes ont été invitées à prendre les engagements nécessaires en faveur de la protection de l'environnement. Autre question au cœur de cette rencontre, le pays qui abritera la prochaine conférence des parties à la convention de Bamako. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Aucun des 29 États membres de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, excepté le Congo, pays hôte de la COP3, ne s'est porté garant pour abriter la COP4. La mauvaise gestion des produits chimiques et déchets dangereux préoccupe les États africains. Les nations du monde en général et africaines en particulier font face à des pollutions dues en grande partie à une mauvaise gestion des produits chimiques et déchets dangereux, pour la plupart produits par les pays fortement industrialisés. Comme chacun le sait, les pays africains sont confrontés à une exposition accrue aux produits chimiques en raison de la croissance du commerce mondial des produits chimiques, de l'évolution des modes de production et de la délocalisation croissante de la production chimique des pays développés vers les pays en développement. Depuis l'adoption de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer vers l'Afrique tout type de déchets dangereux le 30 janvier 1991, celle-ci a suscité peu d'engouement au sein des pays. Mais cette réticence d'engagement est due en partie aux difficultés financières auxquelles font face ces États. Très conscient des difficultés que les différents pays ont à travers les mécanismes de paiement des contributions. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Je l'ai dit, aucun État n'est à 29 000 près. La République du Congo, qui a abrité la troisième conférence des parties de la Convention de Bamako du 12 au 14 février 2020 au Centre international de conférence de Kintélé, ouvrira la voie de la COP4 dans 2 ans. Le déversement des déchets toxiques en Afrique démontre les faiblesses du droit international relatif au mouvement transfrontalier des déchets dangereux. Épidémie de coronavirus, le bilan a atteint plus de 1700 morts en Chine. Pour limiter les risques de contamination par des voyageurs en provenance de ce pays, de nombreux États, notamment africains, renforcent leurs dispositifs sanitaires. Les ministres de la Santé, justement, des pays d'Afrique de l'Ouest se sont réunis le 14 février à Bamako pour mettre au point une stratégie afin de faire face à d'éventuels cas. Reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. La Chine demeure le principal partenaire économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les échanges y sont fréquents avec les opérateurs économiques. En proie à une épidémie de coronavirus depuis décembre 2019, plusieurs pays ont pris des mesures pour réduire la menace. L'espace CEDEAO, dont plus de 3 de ses membres avaient souffert du virus Ebola en 2014, prend les devants à travers une réunion d'urgence des ministres de la Santé à Bamako. La récente crise sanitaire en Afrique de l'Ouest, causée par la maladie à virus Ebola, a fait environ 28 000 cas avec 11 000 décès. Cette épidémie a démontré non seulement les limites de nos systèmes de surveillance, mais aussi a mis en évidence la nécessité d'une collaboration entre nos pays dans la gestion des problèmes de santé. Ainsi, la mise en commun des expériences multisectorielles et multidisciplinaires apparaît comme un impératif pour l'amélioration de la santé et de la sécurité sanitaire des populations. Pour l'instant, aucun cas n'a été signalé dans cette région du continent, mais les rumeurs véhiculées par certains canaux peuvent constituer un danger dans la lutte contre cette épidémie. C'est pourquoi les ministres ont convenu de la mise en place d'une communication afin de sensibiliser les populations. Nous nous préparons à protéger nos populations contre l'épidémie avec le soutien de nos partenaires. Notre région a clairement démontré que les mécanismes que nous avons mis en place sont opérationnels. Les clés sont coordination, communication et collaboration.
communication and collaboration. Les ministres ouest-africains, tout en réaffirmant leur solidarité à la République de Chine, ont appelé les États à renforcer les capacités des structures de veille épidémiologique. L'industrie minière sud-africaine réclame la mesure depuis plusieurs années. L'État a annoncé la fin du quasi-monopole d'Eskom. Eskom, c'est l'entreprise publique d'électricité qui ne parvient pas à faire face à la demande depuis plusieurs mois, conséquence des délestages qui paralysent l'économie. Ange Bijou-Nomenyo. L'Afrique du Sud veut restructurer son économie. Elle a donc décidé de gérer autrement la distribution de son électricité. La société publique Eskom ne sera plus détentrice du quasi-monopole de l'énergie électrique. Les industriels sud-africains pourront fournir eux-mêmes leur propre électricité. Moi, je crois que c'est une solution idéale, n'est-ce pas, pour l'Afrique du Sud, mais particulièrement pour les sociétés minières. Pour la simple raison qu'elles ne vont plus dépendre, n'est-ce pas, forcément de la compagnie d'électricité d'Eskom, la compagnie d'électricité d'Afrique du Sud. Et ça va permettre à ces sociétés d'essayer de s'autonomiser. Parce que, voyez-vous, quand il y a des délestages et des coupures de courant intempestifs à temps et à contre-temps, ça empêche, n'est-ce pas, à ces sociétés, n'est-ce pas, d'avoir un programme de travail normal. La décentralisation de l'énergie électrique fait partie d'une série de mesures que compte prendre l'État sud-africain. La compagnie publique d'électricité Eskom, qui fournit plus de 90% de l'électricité dans le pays, n'arrive pas à répondre à la demande. Elle croule également sous une dette abyssale de 26 milliards d'euros. Ce qui est vrai, c'est que le changement ne va pas se sentir tout de suite, mais je crois que dans un intervalle relativement court, les sociétés minières vont s'habituer et puis je crois qu'elles vont faire l'effort nécessaire pour pouvoir travailler sans plus tenir compte des coupures intempestives de courant. L'annonce de décentralisation soulage les entreprises minières du pays. La fréquence des coupures d'électricité a fait qu'elles ont baissé en productivité. En 2019, le secteur des mines, qui contribue à 8% du produit intérieur brut sud-africain, s'est contracté de 1,3%. Pour financer les infrastructures dans la sous-région, la Banque ouest-africaine de développement s'associe à Cordiant Capital, une entreprise de gestion d'actifs. L'objectif est de mobiliser plus de 400 millions de dollars pour développer les infrastructures dans l'espace UEMOA. Siamlo Victoria Sedji. Signature d'accord de partenariat entre la Banque ouest-africaine de développement BOAD et Cordiant Capital Incorporation pour la promotion de 2 fonds dédiés au financement des infrastructures dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'ambition est de mobiliser 400 millions d'euros pour le fonds d'infrastructure et 40 millions d'euros pour le fonds d'amorçage afin de financer les secteurs clés, notamment l'énergie, les transports et les télécommunications. Notre partenariat avec Cordiant représente une évolution importante dans les efforts de la BOAD pour combler le déficit en infrastructure dans les pays de l'UEMOA par des solutions innovantes permettant de renforcer la croissance économique dans les pays de l'Union. L'engagement de la BOAD d'un apport initial de 38,2 milliards de francs CFA en faveur de ces 2 fonds dédiés au financement privé des infrastructures est le plus important jamais contracté par l'institution depuis sa création. Il faut d'abord évaluer les besoins de chaque pays et les pays doivent soumettre les projets d'infrastructure et d'électrification qu'ils souhaiteraient faire. Une fois que ces projets sont évalués, et dans le cadre de l'intégration sous-régionale, il faudrait peut-être songer à voir les projets qui contribuent à désenclaver les différents pays et de façon à développer les échanges à partir des infrastructures au niveau de ces pays. Dans le cadre de ce projet, Cordiant Capital, déjà bien présent sur les marchés émergents à travers 7 fonds d'infrastructure, représentant des engagements cumulés de 4 milliards de dollars, devrait établir un bureau dans l'un des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 320 millions d'Africains sont encore privés d'eau potable. C'est le cas surtout en zone rurale. Mais les zones urbaines ne sont pas en reste. Elles sont elles aussi confrontées aux problèmes d'approvisionnement et au manque d'assainissement. En Côte d'Ivoire, l'un des pays où l'accès à l'eau potable connaît un certain nombre de progrès ces dernières années. Le gouvernement se dit toujours engagé pour une couverture totale. Amen Edji.
De 65% en 2015, le taux d'accès des populations à l'eau potable en Côte d'Ivoire est passé à 82% en 2019. Malgré cette situation, la desserte en eau pose encore problème dans certaines régions du pays. À cet effet, l'État ivoirien va investir plus de 291 milliards de francs CFA au cours de l'année 2020 en vue de satisfaire les besoins nationaux en eau potable. La question de l'eau potable en Côte d'Ivoire est un sujet assez crucial d'actualité. Il y a une bonne partie encore de la population qui souffre du manque d'eau potable. Les coupures d'eau sont intempestives. Ce qui paraît curieux, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a au moins 4 grands fleuves qui traversent le pays du nord au sud. Donc, logiquement, on ne devrait pas avoir ce type de problème. Cet investissement, qui vise à porter le taux de couverture à l'eau potable à 95%, entre dans le cadre de la vision du programme Eau pour tous, mis en place par le gouvernement. Pour la première phase de ce programme, qui s'étend de 2016 à 2020, 200 milliards de francs CFA seront investis dans la construction de 200 châteaux d'eau et de 8000 pompes villageoises. On doit mettre l'accent sur le social, ça veut dire construire suffisamment d'infrastructures de base. C'est une question de volonté politique. On n'est pas sur une terre aride. On n'est pas dans le désert. En Côte d'Ivoire, on n'est pas dans le désert. Il pleut ici abondamment. On a toujours de l'eau dans notre sous-sol. Et donc, je pense que si le gouvernement le veut, le gouvernement peut. De 2011 à 2019, plusieurs activités et projets ont été menés, dont la réparation, la réhabilitation et la maintenance des 21 000 pompes inscrites dans le programme social du gouvernement. Le coût total de ce programme est estimé à 1 320 milliards de francs CFA et déjà 36 milliards de francs CFA ont été investis pour le milieu rural. Au Cameroun, les premières indemnisations ont commencé à être versées aux producteurs de coton au titre de l'assurance agricole indicielle. Cette assurance couvrirait actuellement plus de 7000 agriculteurs. L'objectif à terme est de permettre à près de 700 000 foyers agricoles de couvrir leurs exploitations. Nelly Claude-Bessa. Les cotonculteurs de Garoua, dans la région du Nord Cameroun, ont perçu un appui financier au titre d'indemnisation pour leurs exploitations agricoles sinistrées. Les fonds octroyés, soit 23 millions de francs CFA, représentent les premières indemnisations issues de l'assurance agricole indicielle. Lancée en août 2019, l'assurance agricole indicielle est pilotée dans le pays par la Société financière internationale à travers les compagnies d'assurance AXA et Activa. Ce type d'assurance constitue un moyen novateur et efficace pour les agriculteurs de se protéger contre les aléas du climat. L'assurance agricole indicielle se présente comme un mécanisme qui garantit à chaque agriculteur une prise en charge des risques liés à son activité de production. Les cultivateurs, de manière générale, vont bénéficier de la possibilité de rentrer dans leurs fonds en cas de perte causée par les inondations ou toute autre forme de facteur lié à un indice météorologique élevé. Cette assurance nouvellement entrée en vigueur dans le pays permet à la Confédération des producteurs de coton du Cameroun de couvrir 7739 producteurs au cours de la campagne agricole 2019-2020. Soulignons que l'assurance agricole indicielle utilise des paramètres tels que l'échec des semis et le niveau des précipitations, couplés aux visites sur le terrain pour évaluer les pertes et déterminer les bénéficiaires. Le rôle de l'assurance agricole indicielle est donc de lever cette aversion au risque que présentent les agriculteurs et leurs activités, de manière à leur permettre de relever leur propension à investir, améliorant ainsi la productivité du secteur agricole tout entier. Le gouvernement camerounais et ses partenaires envisagent d'émettre plus de 135 000 contrats d'assurance agricole indicielle d'ici la fin de cette année 2020. Le Cameroun, dont la production annuelle de coton a atteint 300 000 tonnes en 2019, vise une production de 400 000 tonnes en 2022. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Radio.